Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, hein, les médias, que ce soit espagnol, italien, même français, hein, ont l'habitude de dire n'importe quoi, tout et son contraire, pour vendre du papier. Donc un coup c'est Neymar, un coup c'est Mbappé, un coup c'est Mbappé, un coup c'est Neymar. Mais bon, ils s'en donnent à cœur joie, hein, surtout les Espagnols, même les Italiens, hein, à propos de Cavani, mais bon c'est pas le sujet. Le sujet est bien Kylian Mbappé. Tout a été dit ces derniers temps, donc j'ai décidé de faire cette vidéo quand tout le monde aura lu toutes les inepties qu'on a pu lire dans tous les médias. C'était incroyable. Et son voyage au Qatar, ça n'avait rien à voir avec sa prolongation. Et les plans du Real Madrid pour le recruter. Et qu'est-ce qui va se passer s'il reste au PSG? Il va aller à Madrid dès l'été prochain, 2021, 2022. Du mensonge à tout va. Du fake à tout va pour vendre à tout va. Voilà, donc ce qui est important de savoir, hein, c'est que il y a une vérité dans tout ça, mais pas dans ces médias-là. Donc j'ai décidé un petit peu, hein, le peuple, lire toutes ces inepties, voilà. D'ailleurs, la vraie vérité, hein, sera dans cette interview qu'on va vous lire de France Football, hein, la même chose que la semaine dernière quand on vous a lu l'interview, ou quand je vous ai lu l'interview de Neymar, hein, comme quoi il s'exprimait. Voilà, donc on va vous lire un petit peu tout le fake qui a été dit, et rétablir la vérité, et qu'est-ce qui est vraiment la vérité. Voilà, donc il y a eu plein de choses, hein, vraiment à lire, hein. Donc ils ont profité bien sûr des fêtes et des vacances pour que les gens s'intéressent à des sujets vraiment intéressants, c'est-à-dire Kylian Mbappé et Neymar, parce que dans leur maître mot et dans leur tête, il n'y a que ça, il n'y a que ces deux joueurs-là qui existent. Voilà, Cristiano Ronaldo, Messi, ça les intéresse plus. Voilà, on dirait. Donc, tout a été dit, hein. Donc on va commencer un petit peu par son voyage au Qatar. Donc on nous explique, hein, qu'il a été au Qatar pour de la récupération. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un pays où il a dû aller pour aller se faire une petite récupération, c'est au Qatar. Non mais comment on peut dire des inepties pareilles? Donc on va vous lire, hein. Kylian Mbappé n'a pas rencontré l'émir du Qatar lors de son séjour à Doha. Rien à voir avec sa prolongation. Le champion du monde a passé 2 jours à Doha pour effectuer un travail de récupération. Bien sûr, il a fait Paris-Doha pour faire un travail de récupération. Juste pour ça, c'est évident. C'est évident. Il n'a pas rencontré l'émir du Qatar pour évoquer son avenir, bien sûr, parce que les journalistes, hein, ils l'ont suivi, ils ont été avec lui partout où il a été. C'est évident aussi. Donc on va vous lire un petit peu, hein. Kylian Mbappé a profité de ses premiers jours de vacances de Noël pour effectuer une courte escapade à Doha. Parti dimanche dans la capitale du Qatar, l'attaquant du Paris Saint-Germain a notamment passé une journée à Aspetar avant de revenir à Paris ce mardi. Le centre médical ultramoderne, dirigé notamment par l'ancien médecin du PSG Hakim Chalabi d'entre 2001 et 2007, accueille régulièrement des joueurs parisiens. Thomas Meunier et Marco Verratti y ont ainsi été opérés et Neymar y va effectuer des soins et des contrôles réguliers après son opération du pied la saison dernière. Rien de tel pour Kylian Mbappé qui, selon le PSG, a profité des installations ultramodernes pour effectuer un travail de récupération. Après, il y a eu des photos publiées par le club, hein, où on voit le numéro 7 parisien effectuer des exercices en piscine ou sur un terrain de basket. Donc l'aller-retour, hein, hyper rapide de Mbappé fait naître certains fantasmes, mais selon les informations du Parisien, le grand média parisien, il n'a pas rencontré l'émir du Qatar. Le club travaille actuellement sur une prolongation de contrat, une proposition gigantesque lui a été soumise par Leonardo, maître d'œuvre sur ce dossier crucial. Les infrastructures d'Aspetar sont parfaites pour travailler et récupérer, a expliqué Kylian Mbappé sur le site officiel du centre médical. Tout est optimisé pour les sportifs, plusieurs coéquipiers m'ont recommandé de venir pour récupérer, je suis content d'être là. Donc on sait qu'il a des ambitions énormes, hein, pour 2020. Hein. La première partie de saison de Kylian Mbappé a été marquée par une déchirure musculaire à la cuisse gauche fin août qu'il a écarté des terrains pendant plus de 5 semaines. Il avait ensuite connu plusieurs alertes, qui avaient poussé régulièrement le staff parisien à la prudence. Au total, sa cuisse gauche lui aura fait manquer 7 matchs avec le Paris Saint-Germain et 4 avec l'équipe de France. Des soucis que Kylian Mbappé espère mettre définitivement derrière lui à l'aube d'une année où ses ambitions sont énormes avec son club en Ligue des Champions, comme avec les Bleus qui viseront le titre de l'Euro 2020. Donc spécialisée dans le suivi et l'accompagnement des sportifs de haut niveau, la clinique Aspetar propose une expertise complète de toutes les pathologies liées au sport. Des équipes de médecins et de chercheurs du monde entier mettent en commun leurs connaissances pour optimiser le traitement.
Le centre dispose également de chambres hyperbares qui permettent d'accroître l'oxygénation des tissus. Mbappé n'en a pas profité puisqu'il était de retour à Paris dès ce mardi. Donc voilà. Donc on nous fait croire que Kylian Mbappé a été à Doha pour faire 2 jours de récupération. Ça n'a aucun rapport. Il a été là-bas spécialement pour sa prolongation de contrat. Voilà. Et là, je les vois en commentaire. Ils me disent « Ouais mais Sacha, tu te contredis. Regarde, dans l'article que tu lis, tu dis que Neymar, il va effectuer des soins, Meunier, etc. » Oui, mais ils y vont pour se soigner. Après leur opération. Mbappé n'a pas à se soigner, vu qu'il n'est pas blessé. Donc voilà. Donc, ce qui est très clair là-dessus, c'est qu'il a bien été à Doha pour discuter, excusez-moi, de sa prolongation de contrat. Voilà. Ça, faut être très clair là-dessus. Si vous n'avez pas envie de le croire, le croyez pas. Moi, j'en ai rien à faire. C'est juste que je vous informe de la vérité. Donc il a bien été là-bas pour rencontrer le prince et pour bien discuter de sa prolongation de contrat. Ils ont fait un petit plan, les Qataris, on va dire séduction, voilà, pour dire un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines années. Tout est fait à Paris pour que ce soit le meilleur club du monde. C'est tout, voilà. Même si pour l'instant c'est peut-être le Barça, le Real, Liverpool, la Juve. Donc bref, donc on nous a tout dit, hein. Le Real Madrid a préparé 300 millions d'euros de côté pour faire une offre au Paris Saint-Germain. Et les Berchiches et tous les joueurs, ils ont dit, quoi qu'il en soit, il finira au Real. Ben c'est peut-être possible. En tout cas, pas dans un avenir proche. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est quoi qu'il en soit, jusqu'en 2022-2023, Kylian Mbappé sera un joueur du Paris Saint-Germain. Il faut être très clair là-dessus. Hein. Vous pouvez dire tout et son contraire. Kylian Mbappé sera minimum encore 3-4 ans au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, hein, cette interview est super intéressante. On y reviendra après. Donc maintenant, la vérité. Donc on nous annonce Kylian Mbappé tous les jours au Real Madrid, hein, comme on nous annonce tous les jours Neymar au Barça depuis 2 ans maintenant, voire même 2 ans et demi. Bizarrement, il est toujours à Paris. Donc, la vérité, c'est la proposition pour Kylian Mbappé a été faite. Voilà, ça faut être très clair. Donc on nous a parlé de 36 millions, de 40 millions, de 28 millions, 2024, 2025, 2026. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le Real Madrid, oui, veut attaquer. Mais le PSG riposte à chaque fois. Voilà, on vous l'a déjà expliqué, quand un joueur, quand le Qatar, quand le Paris Saint-Germain veut garder un joueur, il ne part jamais. Sa seule chance de partir, c'est d'être libre. Je ne vais pas me répéter encore une fois sur tous les joueurs qui voulaient partir et qui sont restés. Voilà, comme l'a dit Matuidi aussi dans une interview, si on veut te garder, on te garde. On te laisse pas partir. C'est simple. Ça a été prouvé avec Thiago Silva, Marquinhos, Verratti et beaucoup d'autres. D'ailleurs Neymar. Et maintenant ça va être Mbappé. Donc, dernièrement, hein, donc nos grands amis As, hein, quand c'est pas Mundo Sport, c'est As ou Marca. Donc As, hein, c'est un journal pro-madrilène, ce qu'il faut savoir aussi, a révélé que le Real Madrid aurait déjà préparé une enveloppe de 300 millions d'euros pour tenter de recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Ne comptant pas forcément se séparer de son joyau français, le Paris Saint-Germain s'active aussi en coulisses pour contrer le club espagnol. Donc le Real Madrid prêt à tenter sa chance pour Mbappé l'été prochain. Déjà ça c'est faux. Ça c'est très très faux. Le Real Madrid, certes, veut Kylian Mbappé comme beaucoup de clubs. Voilà, Jürgen Klopp a dit aussi qu'il le voulait, beaucoup d'équipes le veulent. C'est normal, c'est logique. Sauf qu'il faut avoir l'argent. Voilà. Donc certes, admettons que le Real a l'argent. Le Real Madrid, oui, est intéressé par Kylian Mbappé. Très fortement. Mais pas pour cette année. Voilà. Peut-être qu'ils feront une offensive à l'été de 2021. Très probablement. D'ici là, Kylian Mbappé aura prolongé depuis très longtemps. Donc, à la recherche d'une nouvelle tête de gondole pour la prochaine décennie, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Kylian Mbappé. Après avoir vendu Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin en 2018, Florentino Pérez serait tout disposé à faire ce qu'il faut afin de tenter de convaincre Nasser Al-Khelaifi et le prince ou Leonardo de lâcher l'international français de 21 ans. Donc selon As, le patron des merengues ne souhaite pas se mettre à dos le Qatar avec lequel il entretient d'excellentes relations commerciales à titre personnel, mais tentera tout de même sa chance dans ce dossier à l'issue de la saison. Faux. C'est faux. Ça, c'est les médias qui vont nous faire croire que le Real va tenter quelque chose cet été. Non, ce sera plus crédible à l'été 2021. Il serait ainsi enclin à mettre sur la table des négociations et un chèque de 300 millions d'euros. Qu'à cela ne tienne
le PSG ne compte pas se défaire de l'enfant de Bondy. Voilà, c'est un plan carrément, un plan anti-Real serait déjà dans les tuyaux. Donc, qu'est-ce que ce plan anti-Real? Il y en a qui vont se dire, ah d'accord, dans sa clause, il peut signer où il veut, sauf au Real Madrid. Bah, pas tout à fait en fait. Pas tout à fait. Donc, alors que la presse espagnole annonce une offensive d'envergure du Real Madrid pour l'été prochain, le PSG prépare aussi une riposte adéquate afin de blinder solidement Kylian Mbappé. En effet, d'après les renseignements recueillis par certaines sources, les hautes autorités du Paris Saint-Germain auraient prévu une contre-offensive gigantesque en proposant à l'ex-monégasque un contrat avec un salaire équivalent à celui de Neymar. Là, on approche un peu de la vérité, mais pas totalement. Mais ce n'est pas tout. Doha voudrait inclure dans le nouveau deal avec le numéro 7 des Rouges et Bleus une clause anti-Madrid. Un montage financier de taille XXL, impossible à refuser, comportant un salaire similaire à celui de la star brésilienne, soit 36 millions d'euros par saison. Reste à savoir si Mbappé sera enclin à signer un tel engagement. Donc il y a du faux, il y a du vrai. La clause anti-Madrid, elle n'est pas tout à fait vraie. Elle sera vraie si seulement le Real Madrid les laisse tranquilles pendant 1 ou 2 ans. Voilà. C'est comme ça avec le Paris Saint-Germain. Après, on nous parle de 36 millions d'euros. C'est presque ça. C'est pas totalement le salaire qui sera proposé à Kylian Mbappé. Maintenant, la stricte vérité. Le PSG, on sait, travaille pour renouveler le contrat de Mbappé. C'est bouclé. Depuis le match après Reims et la défaite 2-0, c'est bouclé. Que ce soit pour Neymar, Icardi ou Kylian. Donc, la vraie proposition, on la connaît. Leonardo, le prince, c'est Leonardo qui est maître de négociation, a proposé un contrat de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en juin 2027, accompagné d'un salaire de 32 millions d'euros par an. Voilà la proposition officielle du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Bien sûr, ce sera accepté. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé a 21 ans. Par contre, cette offre de 36 millions pourrait venir après. Mais en tout cas, voilà le contrat qui est proposé. D'ailleurs, beaucoup de sources vont recueillir tout ça et vont un peu relayer. Voilà, donc je me répète, le PSG propose un contrat de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en juin 2027, accompagné d'un salaire de 32 millions d'euros par an. C'est-à-dire plus du double. Parce qu'actuellement, il touche 18 millions d'euros, 16 millions on va dire, 16 millions nets, voilà. On va dire à peu près 18 millions bruts, 16 millions nets, voilà, ça doit être par ça. Donc voilà la vraie proposition. La vraie proposition. Donc, et maintenant, pour ceux qui doutent, donc ce plan anti-Real Madrid, c'est juste au cas où le Real ne laisse pas tranquille le Paris Saint-Germain. Voilà. On sait qu'il y a des bonnes relations entre les deux clubs, contrairement entre le Barça et le PSG. Mais voilà. Donc maintenant, pour ceux qui sont sceptiques, et qui ne croient pas Sacha comme d'habitude, qui ne croient pas Sacha comme d'habitude, on va vous lire l'interview qui est sortie dans France Football il y a quelques jours de Kylian Mbappé, qui encense son équipe, qui encense ses dirigeants, le Paris Saint-Germain, qui compte vraiment rester longtemps ici. Donc c'est Kylian Mbappé qui parle. Bien sûr, ça va insulter en commentaire comme d'habitude. Mais bon, j'aime bien quand on m'insulte. Après, quand il y a des commentaires pertinents, franchement, c'est bien. Parce que tout le monde n'a le droit de pas être d'accord avec tout le monde. Mais voilà, ceux qui insultent, franchement, frustrés de la vie. Donc maintenant, on va lire en intégralité l'interview de Kylian Mbappé. Voilà, avec peut-être des petites images, comme ça. On vous mettra des images un petit peu comme on a fait avec Neymar la semaine dernière. Donc on va essayer de ne pas bégayer. Vous savez que je suis un pro du bégayage. Donc je vais faire de mon mieux. Donc l'interview de Kylian Mbappé. Donc bien sûr, toutes les questions ont été posées. Son avenir, la saison, l'objectif, ses relations avec ses coéquipiers, Neymar, Icardi, le championnat de France, voilà. Donc, désigné meilleur joueur français pour la 2e année de suite, l'attaquant parisien qui peut parler de lui à la 3e personne raconte ici son rapport au but. Lui qui en a planté 41 en 2019. Donc apparemment, Kylian Mbappé joue pour être décisif. Voilà. Donc comme d'habitude, questions journalistes et réponses. Première question. Quel souvenir gardes-tu du 20 février 2016 ? Un excellent. C'est mon premier but inscrit en pro face à 3. Je me souviens que j'avais le numéro 33 dans le dos sans flocage dans mon nom. Il se marre. Je me rappelle d'une émotion unique, grandiose. Je mettais un pied dans le monde pro
pour de bon en laissant mon nom dans les stats. Car il y en a beaucoup qui disputent un jour un match en pro. Beaucoup moins qui marquent. En plus, je battais le record de précocité de Titi Henry. En fait, c'était le premier message que j'envoyais. Pour moi, je savais que c'était le début d'une longue histoire, la première page d'un grand livre, un rendez-vous pour plus tard. J'avais ensuite signé mon premier contrat pro 3-4 semaines après, avec un numéro, le 29, et mon nom sur le maillot. Il rit. Avant de signer pro, quel était ton rapport au but? Étais-tu un obsédé des stats dans les petites catégories, du genre à tout compter et à recenser le moindre but sur des cahiers, même ceux inscrits à l'entraînement? Non, moi ce qui comptait c'était le jeu, le plaisir. On me reprochait même de ne pas finir mes actions et d'être un peu intermittent du spectacle, qui aimait bien faire le show. J'adorais marquer, bien sûr, mais encore plus m'éclater sur le terrain avec mes copains, car j'étais un amoureux du foot, davantage obsédé par l'idée de pouvoir reproduire des gestes vus à la télé qu'à marquer absolument. Tu viens de finir l'année 2019 avec 41 buts. On se trompe si on te dit que tu donnais l'impression d'être moins obsédé par le but et les statistiques lors de tes débuts à Monaco que désormais au PSG? Oui, il y a erreur de perception, car à Monaco, j'étais autant attiré par le but que maintenant, sauf que mon statut a évolué et que l'on ne me regarde plus de la même manière. Désormais, mes coéquipiers attendent que je marque car je suis aligné pour ça. Et comme j'ai un peu prouvé ma valeur, davantage de ballons m'arrivent car mes partenaires estiment sans doute qu'il y a plus de chances que je marque. Tu ne réponds pas franchement à la question. Cette attirance pour le but fait juste partie de l'évolution de mon statut. J'avoue avoir aussi de plus en plus envie d'être décisif, que ce soit par un but ou une passe décisive. Mais une passe, bien sûr, quand je sers Choupeau face au Mans et que je vois sa joie juste après, moi je me régale. Certaines actions sur lesquelles tu t'es montré assez égoïste renvoient l'image d'un joueur désormais plus individualiste. Les gens pensent que Kylian a changé, mais c'est faux, il joue pour être décisif et important pour son équipe. Sauf qu'à 17 ou 18 ans, tu oses un peu moins aller au bout de tes actions, car tu n'as encore rien montré, tu n'as pas encore la légitimité pour t'affranchir de tout ça, il faut respecter une certaine forme de hiérarchie et donner son ballon au plus fort désormais. C'est à moi que l'on donne la balle, et je prends davantage ma chance car j'ai prouvé c'est juste ça. Là il parle de lui à la troisième personne. Es-tu conscient que cette quête permanente du but a pu faire évoluer ton image, reléguant le gentil Kylian au rayon des vieux souvenirs? Je n'ai surtout pas envie de passer pour une victime. Il y a des millions de personnes qui méritent davantage ce statut de victime que moi. J'ai juste compris que je ne pouvais pas maîtriser la perception des gens. J'essaie d'être le plus sincère, mais si on interprète autre chose, qu'est-ce que j'y peux? À Monaco, j'étais le petit jeune qui évoluait au sein d'un club que tout le monde aime bien, en passant au Paris Saint-Germain, l'équipe qui est prétendument fausse le championnat et que tout le monde aime bien titiller. C'était inévitable que ma cote et mon image évoluent, mais c'est normal, je n'ai pas de problème car ça fait partie du jeu. Je n'éprouve pas de haine intérieure par rapport à l'évolution de cette perception que l'on a de moi. Il n'empêche, parfois on te voit un peu moins souriant sur un terrain. Là aussi, ce n'est qu'une mauvaise perception? Mais parce que parfois je suis fatigué par tout ça. C'est difficile à expliquer, à décrire. Mais j'ai le sentiment d'être tout le temps observé, jugé. J'accepte la critique, pas l'injustice. Il marque une pause. Parfois je me demande si ce n'est pas moi le problème. J'aime pourtant ce championnat, et j'ai envie de marquer l'histoire ici. J'ai commencé avec la sélection, et j'aimerais bien y parvenir aussi avec le Paris Saint-Germain. Alors j'essaie de passer au-dessus de ce climat, parfois pesant, qui consiste à toujours chercher la petite bête, même quand tout va bien. Mais parfois, quand c'est trop injuste, j'avoue ne pas trop comprendre. On gagne 5-0, mais on va mettre en avant le petit détail qui a cloché, plutôt que d'insister sur tout le reste. Ça fait soi-disant partie du job, mais c'est fatigant, je ne vais pas le cacher. Tu crois vraiment que tu serais plus tranquille en Espagne ou en Angleterre? Ça serait sans doute d'autres difficultés, mais pour l'instant j'ai surtout très envie de marquer l'histoire de mon club, et de continuer à m'éclater sur toutes les pelouses de France. Je suis désormais sifflé lors des matchs à l'extérieur, mais c'est normal, ça fait partie du petit jeu de la déstabilisation. Une fois les matchs terminés, je vois tous ceux qui viennent me saluer ou me demander un autographe, et là, il n'y a plus de sifflet. Franchement, un match sans but, est-il un match raté pour toi? Bien sûr que non. Contre la Belgique, demi-finale de Coupe du Monde 1-0 le 10 juillet 2018, je ne marque pas, mais je crois avoir été trop mal, car j'ai fait beaucoup de différences. Les experts l'auront remarqué, même si tout le monde retiendra davantage le match contre l'Argentine.
avec une accélération spectaculaire, c'est le match qui a changé ma vie, mais sans doute pas le meilleur de la compétition pour moi. On a le sentiment que tu restes tiraillé entre la liberté de l'attaquant et les obligations de rendement du buteur. Entre 2 passes décisives ou un but, tu prends quoi? Ce qui va nous faire gagner, si on a besoin de 2 passes décisives pour nous imposer, je prends sans hésiter les 2 passes. La perception du gars qui est obnubilé par le but et qui se moque de tout ce qui se passe autour est une perception fausse. Je peux marquer 2 buts et rentrer chez moi déçu parce que j'ai été mauvais dans le jeu, en loupant mes remises, mes passes, en loupant 90% de mes dribbles, en ne combinant avec personne. Moi je reste un passionné du jeu avant d'être un passionné des statistiques. Les buts c'est bien pour les enfants qui ne retiennent que ça. En revanche, les plus grands, ceux qui s'y connaissent un peu plus, ne s'arrêtent pas qu'aux stats. Et comme je suis une grande personne, je ne me focalise pas que sur les chiffres. Le contenu est bien plus important. Prépares-tu tes matchs en fonction de l'adversaire, du gardien ou de ton défenseur? Je regarde un peu les gardiens car il y en a certains qui lisent bien mon jeu, comme Ruffier. Il anticipe beaucoup ce que je fais car j'imagine qu'il a étudié mon jeu. Dans ces cas-là, j'essaie de changer, de surprendre, mais je n'en fais pas non plus une fixation. Ce qui m'importe surtout, c'est de bien me sentir. De bien sentir mon corps afin de répéter les efforts et surtout de ne pas m'échapper. C'est-à-dire, regarde mes matchs. Lorsque j'étais à Monaco, parfois je disparais mentalement pendant 15 ou 20 minutes. Je suis ailleurs, même contre Manchester City, lors des 8e de finale de la Ligue des Champions en 2017. Je suis parti, tu peux te dire, mais il est où Kylian? Je cherche du monde en tribune, je rêve, je fais des sourires à la famille, aux amis. Maintenant ça c'est quasiment fini. Je suis toujours en éveil à l'affût. Regarde mon visage, je suis beaucoup plus concentré et concerné. Je suis dans mon truc, même s'il me reste encore des progrès à accomplir dans ce domaine-là. Les 2 tiers de tes buts en Ligue 1 sont inscrits en seconde période. Est-ce un hasard? Est-ce également la raison pour laquelle tu veux rester jusqu'au bout et que ne supporte pas de sortir à la 90e minute? C'est sans doute la preuve que je maîtrise mieux mes matchs, en restant concentré et efficace jusqu'au coup de sifflet final. Et oui, c'est vrai que je n'aime pas trop sortir en toute fin de match, car il y a souvent des occasions et des espaces jusqu'au bout. Je l'ai payé contre Manchester United la saison passée, pour comprendre que tout pouvait se passer jusqu'à l'ultime minute. Y a-t-il un type de défenseur que tu n'aimes pas avoir en face de toi? Non, pas spécialement. Après, c'est vrai que ce n'est jamais très agréable d'avoir sur le dos un défenseur maladroit. Il y en a pas mal. Dans la plupart des cas, ce n'est pas de la méchanceté, mais de la maladresse. Souvent, j'entends désolé du style « J'ai essayé de t'attraper, mais ça allait trop vite ». J'ose croire que c'est sincère. Des bourrins qui cherchent à faire mal, il n'y en a pas tant que ça. J'ai compris également que certains essayaient de me faire sortir de mon match. À moi de ne pas tomber dans le piège. Mais dans ce cas-là, la meilleure des réponses est de retourner à les provoquer balle au pied. As-tu déjà eu peur sur un terrain? Plein de fois, aussi bien face à des défenseurs que des gardiens. Mais c'est humain, on y retourne tout de suite pour ne pas s'arrêter sur cette peur. De toute façon, quand j'entre sur le terrain, je me dis toujours « Aujourd'hui, tu vas prendre 3-4 bons tampons, prépare-toi ». Didier Drogba avait l'habitude de frapper dans le but vide, en fin d'échauffement, juste pour le plaisir d'entendre le bruit des filets trembler, et aussi parfois de rêver précisément du prochain but qu'il marquerait. Et toi, tu as des mises en condition particulières avant un match? Il éclate de rire. Ça, c'est un autre temps. Moi, j'ai une préparation différente. Avec Neymar, depuis le début de la saison, on se lance un défi. Celui qui réussira à marquer le plus de buts lors des 5 dernières minutes de l'échauffement. Quand tu as le gardien dans la cage, celui qui perd paie le resto à l'autre. À Saint-Etienne, je me souviens qu'on avait fait match nul, mais surtout un échauffement nul. On avait presque tout envoyé au-dessus. Il rigole. Depuis le début de la saison, lequel des deux a le plus souvent payé le resto? C'est Ney. La saison passée, tu étais en course avec Lionel Messi pour le soulier d'or du meilleur buteur européen. Tu confirmes avoir convoité cette récompense honorifique alors que tu prétends pas forcément être obsédé par le but? Ce n'était évidemment pas un objectif de début de saison. À quelques matchs de la fin du championnat, quand on n'avait plus rien à jouer, j'étais en quête de défi, de moteur pour continuer à être à fond. Alors que tu es champion depuis plusieurs matchs et que tu as perdu la finale de la Coupe de France et que tu t'es fait éliminer de la Coupe de la Ligue, plutôt que de mettre la tête sous la pelouse et d'attendre tranquillement à la fin de saison, moi j'ai essayé de me dépasser. Je me suis alors aperçu que je pouvais essayer d'aller chercher ce titre de meilleur buteur européen. Le coach et tes coéquipiers savaient que tu avais cet objectif personnel? Bien sûr, mes coéquipiers étaient tous derrière moi et m'avaient dit « on va t'aider ». Mais en face, il y avait un client, Messi. J'en mettais 2, il en mettait 3. J'en mettais 3, il en mettait 4.
C'est tellement dingue que j'en ai parlé à Ousmane Dembélé, coéquipier de l'Argentin au Barça. Ce n'est pas possible, il le fait exprès. Il regarde le nombre de buts que je marque, bien sûr qu'il te regarde. Je me suis dit, ah ouais quand même, Messi me surveille, c'est flatteur de voir qu'un tel joueur ne te néglige pas. Mais il a été le plus fort, rien à redire. Il n'a jamais levé le pied. Je regrette juste d'avoir pris 2 cartons rouges qui m'ont privé de 6 matchs. Quand on voit que j'ai terminé 3 buts derrière lui, 33 contre 36 pour Messi, je n'étais pas si loin, surtout qu'en plus, je ne tire pas les pénaltys. Ah bon? Il pouffe. Bah non, c'est un choix, et je le respecte. C'est depuis que tu as compris que les grandes stats faisaient aussi les réputations que tu es autant attaché aux pénaltys. Disons que dans les bilans d'une année, ça peut te permettre de gonfler tes stats. Dans les équipes de jeunes, c'était surtout moi le tireur. Mais quand tu commences en pro à 17 ans, on ne va pas te donner à tirer les pénaltys maintenant. Au PSG, c'est Ney qui les tire, et il le fait très bien, même s'il a manqué le dernier. Face à Saint-Etienne notamment. Vous faites des challenges à l'entraînement autour des pénaltys? Non, je préfère éviter. Je ne voudrais pas mettre une certaine pression à celui qui tirera le week-end. Imagine que lors d'un petit jeu autour des pénaltys, Ney en mette 6 et moi 8. Ça va inconsciemment rester dans mon cerveau et le jour du match, ça peut ressurgir. Moi, je souhaite qu'il soit dans les meilleures conditions. Donc on évite ces jeux-là. Quand on bosse sur les pénaltys, je m'arrange toujours pour que Ney ne soit pas à côté de moi. À propos de pénaltys, Cavani en a tiré un face à Galatasaray. Juste avant, on t'a vu parler à Neymar. Que lui as-tu dit? Avant, il y a Sarabia qui vient me relever, mais je repousse son aide, il sourit. J'ai vu juste discrètement glisser à Ney de le laisser à Cavani, mais je crois qu'il avait déjà décidé de le faire. Pour moi, c'est ça le foot. Eddy en avait besoin, et je crois que cela lui a fait du bien. Comment entretenir une certaine cohésion entre tous les attaquants, alors qu'à ce poste, vous courez tous pour des objectifs individuels? On connaît surtout tous notre place au sein de l'effectif, c'est clair, et il n'y a pas de jalousie, on s'entend vraiment tous très bien. Pour les objectifs personnels, on verra en fin de saison qui sera le mieux placé. Pour l'instant, l'idée est de faire participer tout le monde au but. De ton côté, on a surtout l'impression que tu fais participer Neymar. C'est vrai qu'il existe une vraie complicité avec Neymar, sur et en dehors du terrain. Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat, c'était lui la superstar, que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commençant à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place, j'ai été bouleversé d'entendre tout ça. Quand je suis revenu au camp des loges en août 2018, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller attraper Ney pour lui dire « Tu as peut-être raté ta coupe du monde et tant mieux pour nous ». Il sourit. « Mais ici, t'inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais jouer le Ballon d'Or France Football cette année car tu n'es pas dans la course. Mais je t'assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder, je suis toujours là pour t'aider. » Comment a-t-il réagi? Je pense que cela lui a fait du bien. Derrière, il a d'ailleurs fait un super début de saison avant de malheureusement se blesser. De toute façon, il y a quelque chose que tu ne peux pas défier, c'est le temps. À Barcelone, il était le 3e meilleur joueur du monde, mais il a dû attendre car il était dans la même équipe que Lionel Messi. Et à Paris, il a dû attendre plus que prévu en raison... Je pense qu'on doit savoir ce que c'est. En raison de ses blessures. Mais il va revenir car ça reste un joueur extraordinaire. C'est la raison pour laquelle tu souhaitais qu'il reste l'été dernier? Bien sûr, je lui parlais tous les jours pour lui dire de rester. Je lui disais, tu ne peux pas partir comme ça. Avec ton talent fou, tu dois être le numéro 1 d'une équipe comme à Paris, pas le numéro 2. Comme ça sera le cas au Barça, si tu pars maintenant, ce serait un gâchis monumental. On a une histoire à écrire ensemble ici. Après, je ne suis pas rentré dans les négos, ce n'était pas ma place. Je lui répétais juste que l'on pouvait vivre une saison magnifique au PSG. Quelle est la qualité de Neymar que tu n'as pas et que tu lui emprunterais bien? Il possède une qualité de passe exceptionnelle. Il peut trouver des angles incroyables. Pour moi, c'est le meilleur passeur du monde. Devant Messi, il est capable de te trouver parmi 6 adversaires en passant par un tout petit trou dans ce domaine. C'est le plus fort. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais être spectateur avec lui. Moi, je l'ai compris. Même coincé, dos à toi, il ne faut jamais s'arrêter car lui saura te tromper à partir du moment où tu auras poursuivi l'action. Avec lui, il faut être toujours en mouvement et ne pas se faire surprendre par ses passes impossibles. Vous parlez beaucoup en match? Pas tellement, ça passe plutôt par les regards au début. De toute façon, comme je ne parlais pas super bien anglais,
Nos échanges étaient très limités. Notre complicité s'est mise en place à mon retour de la Coupe du Monde. La première année, j'étais un peu un serviteur. Ensuite, avec mon nouveau statut de star international, on a formé un vrai duo. Peut-être croyait-il au début, lui il est là pour me servir, mais à la première occasion, il va essayer de m'avoir. Il a pu voir que quand je suis devenu moi aussi une star, je n'ai pas changé à son égard. Il a vu que j'étais sincère. Cette sincérité vous amène-t-elle à vous dire des choses moins agréables? Bien sûr, quand je ne défends pas trop, il n'hésite pas à me le faire savoir. Et quand il prétend que son meilleur souvenir est la remontada réussie face au PSG 8e de finale de la C1 le 8 mars 2017 6-1 après avoir perdu 4-0 le 8e de finale aller, là c'est moi qui lui dis que ce n'est pas top. Ou quand il porte trop le ballon, on n'en fait pas des caisses, mais on se doit la vérité et la transparence. Et lui est ouvert à la discussion. Il répète même souvent « tranquille, tranquille ». En fait, les gens n'ont pas la bonne perception de Ney. Il n'est pas compris. Mais que l'on ne vienne pas me dire qu'il est fini, comme j'entends dire certains. Venez au camp des loges, c'est gratuit, et vous verrez le spectacle. C'est un monstre. Il a juste un peu perdu en agilité avec ses blessures, mais ça revient vite. C'est le joueur le plus technique du monde, mais il a besoin de rythme. Vous parlez aussi de repli défensif? Il rit. Bien sûr que l'on en a parlé, sérieusement. On s'est dit que si on s'y mettait un peu tous les deux, toute l'équipe allait s'y mettre aussi. Si Kylian et Neymar courent, qui ne va pas courir dans l'équipe? Cette ultra-complicité n'est-elle pas dangereuse par rapport au reste du groupe? Deux personnes qui s'entendent bien, ce serait un problème? Si ça donne l'impression d'exclure les autres? Non, ce groupe vit vraiment bien. Et puis, ce qui compte, c'est ce qu'il se passe sur le terrain. Bien sûr que l'on se cherche très souvent. Et alors, les équipes savent déjà que l'on combine naturellement. Ce n'est pas pour ça qu'elles arrivent à nous contrer à chaque fois. Si c'est bien, fait ça passe. Mais on a aussi la chance d'avoir d'autres joueurs de très haut niveau. Le PSG, ce n'est pas des bras cassés avec juste Kylian et Neymar. Il y a aussi des Verratti, des Icardi, des Cavani. On a vraiment beaucoup de qualités qui doivent nous permettre de viser de très hautes prétentions cette saison. Entre un titre honorifique de meilleur buteur de la C1 en mai prochain et une présence au JO, tu choisis quoi? Le titre de meilleur buteur avec un but au moins inscrit en finale. Et puis c'est aussi parce que ça dépend de moi. La participation au JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Léo. En as-tu déjà parlé avec Didier Deschamps? Bien sûr, il a été catégorique. Ce ne sera jamais au détriment de l'Euro. Je l'ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l'Euro. Dans ces conditions, à toi de voir avec ceux que ça regarde. Et si je n'arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024 à Paris en plus. Parce que j'aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière. Dominique Rocheteau avait joliment dit un jour que le geste le plus facile dans le foot était de revenir dans son camp après avoir inscrit un but. Et pour toi, quel est le geste le plus facile sur un terrain? J'aime bien cette phrase et que cela sous-entende « je suis tout à fait d'accord ». Dans ces cas-là, tu planes un peu. Continuons de planer alors. Ferme les yeux et décris-moi ton but rêvé. Ah, c'est facile. Mai 2020, Istanbul, finale de la Ligue des Champions, 90e minute, un but du dos qui nous donne la victoire. Il rit. Il n'est pas joli, mais qu'est-ce qu'il serait symbolique. Donc voilà les potos, voilà pour la vidéo, hein. Pour l'interview, excusez-moi. Donc voilà, on voit un petit peu les photos, comment ça s'est passé avec le gars qui l'a interviewé, voilà, des petites photos comme ça, voilà. Donc tout est au point, hein. Voilà, donc le lieu, le salon de son domicile à Paris, hein, juste à côté du sapin de Noël, déjà encombré de cadeaux, c'est là où il y a eu l'interview. La durée de l'interview a duré 57 minutes, auquel il faut rajouter une demi-heure de séance photo et de off. Boisson consommée, aucune. Nombre de fois où il a regardé sa montre, 0. Tenue, un t-shirt jaune, jean noir et Nike blanche. Niveau de connivence, excusez-moi, 7 sur 10, puisque l'on se fréquente régulièrement, notamment à l'occasion des prix de fin d'année depuis 3 ans maintenant. Autres personnes présentes, il y avait sa maman, Faiza, et Maxime, un stagiaire de 3e avec lequel Kylian a échangé sur son stage à lui de 3e, passé à retirer des chewing-gums collés sous la table de son école. La question qu'ils ont oublié de lui poser, tu as commandé quoi au Père Noël? La note qu'il se donne, 10 sur 10, la note qu'ils lui ont donnée, 8,5 sur 10, rodé à l'exercice.
Il ne fuit ni responsabilité ni les critiques, les 3 interviews qu'il aimerait lire dans France Football, Pep Guardiola, Bernardo Silva et Ousmane Dembélé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'il a envie de marquer l'histoire du Paris Saint-Germain, qu'il a envie de rester longtemps ici, qu'il s'entend très bien avec l'effectif, qu'il s'entend très bien avec Neymar, qu'il a envie de marquer l'histoire, qu'il a de gros objectifs. Maintenant, on voit que le repli défensif est très important pour l'équipe. Par contre, aucun mot sur Tuchel, ça prouve bien qu'il y a quand même une petite tension entre les deux. Voilà, il n'a pas dit un mot sur son coach, aucun mot sur son coach. Donc voilà, donc tous les voyants sont au vert. Donc voilà, donc si vous voulez vous refaire la vidéo, remettez en arrière. Voilà, la vidéo complète de Kylian Mbappé dans France Football cette semaine. Donc voilà, donc la vraie proposition, c'est que Kylian Mbappé a été... Leonardo a proposé un contrat de 5 ans accompagné d'un salaire de 32 millions d'euros par an. Donc contrat jusqu'en 2027 et 32 millions d'euros par an. Voilà pour la vraie proposition qui a été émise à monsieur Kylian Mbappé. Voilà les postos, voilà pour toute cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, on s'est vraiment donné. Donc j'espère que pour cette vidéo, ce serait cool d'atteindre au moins les 300 likes. Vraiment, ce serait vraiment sympathique de votre part. Puis comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'interview, de la proposition de prolongation de contrat de 5 ans et 32 millions d'euros par an. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Puis comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. 300 likes pour cette vidéo, ce serait vraiment cool. On active la petite cloche pour les notifications. On me suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Ainsi que sur Utip, si vous voulez m'aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.